Salut, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans À but non lucratif, le podcast de Média Animation qui questionne les enjeux de la communication associative. Je m'appelle Jérôme Ramaker. Au sein de l'agence, j'accompagne les professionnels du secteur non marchand dans leur réflexion et évolution des pratiques en stratégie de communication. Nous sommes toujours au Forum de la culture durable à la Tricoterie à Bruxelles. En effet, pour cette deuxième saison, l'équipe s'est délocalisée pour être au plus près de l'actu, de là où ça se passe et des nombreux invités de l'événement. Notamment Solange, débranchée, qui vient de sortir de son workshop et que j'ai le plaisir d'accueillir. Merci d'être venue. Mais avec plaisir, salut Jérôme. Ça va, tout s'est bien passé ce matin ? C'était super. Alors ton workshop avait pour titre « Conjuguer communication durable et réseaux sociaux, utopique ou réaliste ?» C'est une question qu'on avait déjà abordée chez Média Animation lors d'une conférence en 2022 et dans la saison 1 de ce podcast l'année passée. Mais avant de développer avec toi ce sujet, peux-tu te présenter en quelques mots ? Tout à fait. Donc moi, j'ai fait des études de journalisme à l'IEX et depuis maintenant 10 ans, je donne des formations à destination de porteurs de projets, mais aussi de structures associatives et culturelles autour de l'utilisation vertueuse des outils de communication et donc aussi des réseaux sociaux. Avec ma collègue Émilie, on a donc lancé une boîte qui s'appelle Les Branchés. Et avec cette boîte, on donne des formations dans plein d'endroits autour de ces outils, des stratégies. On fait un peu de consultance sur ces thématiques-là aussi. Et donc, j'étais très contente d'être là ce matin pour parler de cette thématique qu'on va développer ensemble parce que c'est des outils qui nous questionnent beaucoup. Tu disais, voilà, vous aviez donné une conférence là-dessus en 2022. Nous, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule en 2025 par rapport à ça. Mais donc, mon job principal, c'est d'accompagner des structures à faire de la com, de le faire le mieux possible en comprenant les outils qu'on utilise. Et justement, dans ce podcast, on a l'habitude de commencer toujours par la même question. Si tu étais un outil de communication, lequel serais-tu ? Je crois une bouche. Parce qu'en fait, je trouve que c'est ce que je préfère utiliser, c'est parler avec les gens, surtout dans le contexte dans lequel on est. Je retrouve le plaisir de discuter, de parler. Et je pense que c'est aussi une époque où une bouche est utile pour crier, parce que on a beaucoup de raisons de s'énerver, de gueuler, d'alerter. Et donc, je pense que c'est l'outil que je préfère et dont j'ai envie de faire le plus usage possible les temps à venir. Ça tombe bien que le podcast soit audio. J'aimerais, dans un premier temps, que tu résumes les grandes idées de ton intervention de ce matin. Par exemple, comment est-ce que tu définis pour toi une communication durable ? Alors, une communication durable, je la définirais comme une communication mais qui soit déjà durable pour les personnes qui la mettent en œuvre. C'est-à-dire qu'elles permettent une durabilité dans la gestion du projet de communication. Je pense que tu es bien placé pour savoir que les communicants, notamment dans les secteurs associatifs et culturels, sont épuisés. Et donc, il y a une vraie dimension de bien-être au travail et de durabilité des services communication. Donc, je pense que moi, c'est une notion que j'ai essayé d'aborder ce matin. C'est vraiment cette notion de comment est-ce qu'on fait pour que notre métier soit un métier qu'on aime faire et qu'on continue à aimer faire et qui soit faisable, ne fût-ce qu'en termes de temps de travail, dans la durée. Alors après, il y a évidemment toutes les notions liées, c'est-à-dire les notions liées à l'impact qu'ont nos communications, notamment en termes d'écologie et d'impact environnemental, qui sont des questions qui ont été, à mon sens, trop peu posées pour ce qui est du numérique, où le marketing du cloud a très bien fonctionné. Et donc, on a beaucoup de clients, beaucoup de structures qu'on a accompagnées qui se sont retrouvées piégées dans des logiques où on voulait plus faire de print parce qu'en fait, ça pollue, blablabla, et puis qu'en fait, on se retrouve à faire des reels à la place, ce qui est tout aussi pire. Et donc, la durabilité, elle est au niveau des gens avant tout, parce que c'est mon focus et mon intérêt principal, mais aussi au niveau de tout ce qui est écologique. Et c'est vrai que pour faire le lien entre les gens et les outils, cette vision stratégique à long terme, quand on est chargé de com, souvent on est sur de l'immédiateté, on a la tête dans le guidon et on n'a pas le temps de prendre ce temps-là de cette vision. Et avec les outils qui nous demandent d'être tout le temps hyper réactifs, ou en tout cas c'est leur injonction, mais qu'on n'est pas forcément de suivre. Est-ce que tu as vu lors de ton workshop des interventions qui allaient dans ce sens ou qui justement témoignaient de cette difficulté de prendre le temps ?
À fond. Et c'est ce que je vois tout le temps, et t'as raison de le dire. Moi, je n'en peux plus, en fait, d'entendre ce mot « j'ai la tête dans le guidon », parce que, la tête dans le guidon, en fait, on va dans le mur. Quand on conduit un vélo, la tête dans le guidon, c'est une mauvaise idée. Et pourtant, je suis très bien placée pour savoir qu'on a tout le temps la tête dans le guidon. Et que ce temps stratégique, qui est même au-delà de ça, le temps de la créativité, le temps d'avoir des idées, le temps de juste se poser et se demander ce qu'on a à communiquer, pour qui, pourquoi, quelles sont les idées qu'on pourrait avoir pour le faire d'une manière différente que notre process de base. Je vais faire un événement Facebook, un post Instagram, blablabla. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'insuffler ce matin. Et il y a eu des interventions qui allaient dans ce sens-là, et vraiment dans l'idée de vouloir retrouver le temps de parler aux gens. C'est pour ça que je parlais de la bouche aussi, parce que il y a cette idée aussi que les écrans et l'aliénation, notamment temporelle, qu'ont généré les réseaux sociaux dans nos pratiques professionnelles, ça fait que je me retrouve face à des gens qui aimeraient faire des choses, mais n'ont plus le temps de le faire parce qu'ils doivent compléter un calendrier éditorial. Et donc, il y a des interventions comme ça qui sont là, voilà, moi, en fait, j'ai choisi de mettre le focus, et quelqu'un a dit ça et c'était super intéressant. Ma priorité en termes de communication, c'est de faire des rencontres, c'est de faire des événements. Les réseaux sociaux, c'est en deuxième ligne. Et ils venaient d'engager quelqu'un dans sa structure, et ils n'ont pas engagé une communicante, mais ils ont engagé une médiatrice, quelqu'un qui s'adressait au public. Et je pense que c'est hyper intéressant. Ça dit des choses aussi de nos métiers qui évoluent dans plein de sens tout le temps. Surtout que c'est pas stratégique, en fait, finalement, de communiquer tout le temps. Même si on prend juste le côté efficacité, on va dire, d'un post sur les réseaux sociaux, si tu en publies plusieurs par jour, ils s'invisibilisent mutuellement. Donc je ne sais pas d'où vient cette injonction, si ce n'est de Meta et TikTok et autres et consorts. Mais dans notre rôle de chargé de communication, ou en tout cas de consultant pour les communicants, comment est-ce que toi tu parviens à faire prendre conscience de ça, surtout aussi au niveau des directions ? Je pense que la fin de ta question est la réponse. C'est-à-dire que les chargés de com sont tous d'accord avec nous. Ils sont tous bien conscients que continuer à communiquer de manière comme ça, effrénée, sans prendre le temps de réfléchir, sans prendre le tempo qui est juste pour les publics, ça ne sert à rien. Sauf que derrière, il y a des directions qui ne sont pas toutes à blâmer, loin de là, mais qui sont aussi elles-mêmes dirigées par une espèce de sentiment de devoir être tout le temps là et de devoir tout le temps faire des choses mesurables. Il y a beaucoup de gens dans le workshop ce matin qui ont soulevé la question de « je dois remettre des rapports d'activité avec des chiffres ». Alors bien sûr, je peux dire que j'ai fait une animation qui a touché 10 personnes et c'était super. Mais je peux aussi dire que j'ai fait un post Facebook qui a fait 1000 vues et tout de suite ça a l'air mieux. Or peut-être c'est pas du tout mieux, mais c'est juste l'idée que ça existe et c'est cette espèce de validation directe. Et les autres sont en train de faire ça. Et puis je rappelais aussi, et je pense qu'il faut qu'on s'en souvienne, il y a 10 ans dans le secteur culturel, on était là, il faut y aller. Et parfois, plein d'assos, de structures étaient là à freiner des cas de fer en disant attends, est-ce qu'on est sûr, est-ce que les valeurs, est-ce que ci, est-ce que ça. Et donc il a fallu qu'on convainque des directions, ou qu'on conseille à des gens de convaincre des directions de dire allez-y, c'est trop bien, ça permet de la visibilité. Et puis en fait, quelques années après, on est là, bon, en fait non, on va peut-être faire le chemin inverse, et on s'est fait piéger. Et je me mets dedans la première. J'ai l'impression d'avoir joué à un jeu auquel je n'ai plus du tout envie de jouer. Mais si tu devais quand même trouver un point positif aux réseaux sociaux, tu dirais quoi ? D'avoir existé. Mais probablement pour permettre justement... alors, c'est pas vrai. Je pense qu'il y en a un, et on l'a vu, et je voulais... je veux qu'on parle plus de ça. Je pense que les réseaux sociaux ont aussi permis les mobilisations politiques dans certains pays. Et je pense que le fait que, quand on veuille brimer une contestation, on coupe Internet, c'est très symptomatique. Ça a permis ça. Dans les premiers temps, les révolutions arabes, etc., je pense que si on regarde vraiment en arrière, il y a eu un pouvoir qui était donné aux gens de se mettre en relation avec d'autres gens. Mais ça, j'ai quand même tendance à croire que c'était beaucoup avant la domination folle des algorithmes affamés, nourris par de plus en plus de gens, et qui du coup, on se retrouve avec des espèces de bulles où on ne voit plus que les mêmes gens. Donc vraiment là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à y trouver encore des vertus. Je pense que voilà, j'ai vu beaucoup le côté négatif, les enjeux de santé mentale, les enjeux écologiques, les enjeux politiques. Donc à l'heure actuelle, aucun. Mais je pense que ça a eu des vertus qui étaient en fait les vertus premières de l'Internet libre.
mais je ne pense que les réseaux sociaux ne sont plus partie de cet Internet libre. Ou en tout cas pas les mainstream, tu vois, parce que souvent dans les réseaux sociaux, moi je vois avec mes étudiants, quand ils font une campagne de com, ils citent d'office Facebook, Instagram, TikTok. Et j'en ai marre d'entendre toujours ce combo-là. D'autres réseaux sociaux existent. Est-ce que la vague Mastodon, Blue Sky de l'année passée a fonctionné ou pas ? On en a parlé ce matin et je suis d'accord avec toi, il y a eu cette espèce de... Alors, d'abord, je suis d'accord avec toi sur j'en ai ras-le-bol du triptyque à la con, surtout venant d'étudiants de 20 ans. Non, ça suffit maintenant, en fait. Il faut qu'on ait des idées créatives, il faut qu'on sorte des autoroutes de l'information. C'est bouché, là, en fait. Enfin, stop. Mastodon, ce matin, il y avait Rosen Dubras, qui est chargée de com-là, qui a donc lancé Mastodon pour le Bras, et ils sont 330 pour l'instant à suivre le compte du Bras. Bon, voilà, c'est une petite échelle. Pour le reste, il y a assez peu. Il y avait Laura de Punch qui a parlé d'une formation qu'ils allaient faire chez Punch autour justement de Mastodon. Donc ça, comment je vais dire, ça commence un tout petit peu à prendre, mais ça va être long parce que c'est pas une plateforme sur laquelle les gens sont présents, le public est. C'est pas une plateforme qu'on a l'habitude d'utiliser. Et pour la plupart de ce que je vois, à part 1 ou 2 exemples notables, c'est une plateforme qui s'est juste ajoutée au reste. Je connais peu de gens qui ont juste arrêté Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn, etc. pour aller sur Mastodon ou Signal. La plupart des gens ont juste ajouté ça. Et donc, pour les chargés de com, c'est juste, super. On ajoute une couche à ma lasagne. Et en plus, c'est pas le même écosystème, etc. Donc, je dois apprendre d'autres choses. Donc, c'est toujours la même conclusion. On n'y arrivera que si on y va ensemble. On n'y arrivera que si on y va au même moment. On n'y arrivera que si c'est un petit peu coordonné, je crois. Et pour l'instant, j'ai l'impression que cette vague est une vaguelette et que le tsunami anti-méta n'est pas encore là. Et donc, quand tu mettais conjuguer communication durable et réseaux sociaux, utopiste ou réaliste, tu te positionnes où ? Utopiste, réaliste ? J'ai commencé dès le départ en disant que c'était totalement utopiste. C'est absolument impossible, je crois, aujourd'hui, d'imaginer une communication vertueuse, durable sur les réseaux sociaux, classique. Et malheureusement, on n'est pas encore ici. Alors, je ne connais pas assez la situation dans d'autres pays, mais en tout cas, là, en Europe occidentale, pour les quelques pays avoisinant la Belgique, on n'est pas encore à une situation où on peut se permettre de croire ou d'affirmer que les réseaux sociaux alternatifs ont pris le pas. Loin de là. Si tu veux conseiller une association ou un lieu culturel, justement, pour aller vers une version plus réaliste de sa communication durable, en mettant les réseaux sociaux de côté, tu irais vers quoi ? Donc les réseaux sociaux de côté, ça veut dire les réseaux sociaux en les gardant en vitrine, c'est-à-dire des fameux comptes en sommeil affichés, parce que juste se dire je dégage, c'est risqué pour les jeunes publics qui vont nous chercher là, les générations alpha, etc., vont chercher la validation, les biais de confirmation sur Instagram, sur Facebook. Tiens, j'ai entendu qu'il y a un nouveau théâtre, un nouveau resto, machin, je vais chercher si c'est vrai sur TikTok. Mais du coup, c'est d'essayer justement des alternatives qui n'en sont pas, qui étaient déjà là, mais qu'on a parfois oublié. Ce matin, des gens ont reparlé de la presse, folie incroyable, de l'affichage, des stickers, des clean tags. Enfin, on est dans les années 80-90 et c'est super. Et puis bien sûr, les newsletters. Moi, j'adore les newsletters. Je suis trop contente de les revoir un petit peu reprendre du poil de la bête. Avec toujours le même écueil, c'est le public jeune. Tu demandes à tes étudiants combien lisent des newsletters. En tout cas, les miens, pas beaucoup. Ils ont plutôt 6000 mails non lus dans leur boîte et ils sont très contents comme ça. Donc, c'est aussi... et c'est là où je vois aussi des gens de plus en plus épuisés, où on a l'impression que pour toucher des gens, le mix de médias que tu dois utiliser est de plus en plus important parce que le puzzle, la disparité, le morcellement des communautés est tel que pour toucher des publics, j'avais quelqu'un ce matin qui me disait, voilà, on a en fait fait un groupe WhatsApp et puis on relance les gens individuellement et donc en fait on se retrouve à faire de la dentelle pour des groupes de 300-400 personnes, ce qui est irréaliste en termes de communication professionnelle, mais qui est quand même le symptôme d'une incapacité ou d'une difficulté quand même énorme à toucher massivement parce que micro-communauté, parce que algorithme, etc. Donc oui, je pense qu'il faut imaginer des mix, mais qu'il faut aussi reprendre le temps de réfléchir à des choses créatives, originales et physiques. Et je pense que ce que je conseillerais, c'est vraiment ça, c'est revenir à du physique, à de la rencontre. Justement, des gens qui me disaient, on veut retourner sur les marchés, en fait. On veut aller voir les gens.
une personne qui me parlait de la caravane qu'ils ont dans l'est du Brabant wallon pour les centres culturels. Il y a le vélo des Marolles pour promouvoir. Voilà, c'est des trucs qui peuvent paraître complètement rétrogrades ou archaïques quand on sait qu'on peut faire des reels et des trucs et des tracks, mais qui en fait touchent les gens en vrai. Donc moi j'ai envie de ça. Oui, parce que quand tu parles de toucher les gens massivement, en fait, j'ai l'impression qu'on revient à autre chose. Ces mass médias, en fait, se sont repositionnés, même la presse traditionnelle. On voit que la presse locale a pris du poil de la bête par rapport à des médias traditionnels qui se copient-collent et même qui se fusionnent. Donc, cette réflexion-là, stratégique, je me demande s'il faut encore aussi que le public soit attentif et prêt à recevoir cette nouvelle communication. Et quand tu dis attentif et prêt, ça suppose que les gens aient encore de la bande passante dans leur cerveau, quoi. Parce que la grande fatigue informationnelle, elle est là. Enfin, je veux dire, on est tous épuisés, on n'en peut plus des notifications dans tous les sens. Et voilà, l'actualité, chaque jour, nous met un nouveau théâtre devant les yeux. C'est épuisant. Donc, en effet, c'est très compliqué de sortir son épingle du jeu. Et t'as raison, hein, il y a du repli. Tu vois les télés locales qui commencent à faire c'est même plus du local, c'est du micro-local, quoi, où t'arrives avec des pages Facebook qui sont consacrées à une seule commune sur un média local. Tu dis, on va quand même dans la dentelle, mais ça prouve à quel point on est devenu des sociétés archipélisées, quoi, où on est vraiment dans des toutes petites îles chacun et on doit venir nous chercher. Quel boulot, quoi. Ce qui était quand même la promesse d'Internet de nous relier. Ah oui, c'est exactement ce que j'ai dit ce matin. On se souvenait de, tu vois, Facebook qui disait on va être 6 milliards, ça va être incroyable. Et il y a eu ce truc du début. Moi, je me souviens les premières formations que je donnais chez Smart où les gens étaient là. Mais c'est incroyable. En fait, personne ne me connaît. Je fais une page Facebook et des gens qui ne me connaissent pas me connaissent. Sauf que maintenant, tu fais ça, t'as ta mère et tes 3 copains qui likent ton post parce qu'en fait, ça n'est plus, on n'est plus dans la découvrabilité. Il n'y a plus la sérendipité du début d'Internet sur les réseaux sociaux. Et tu vois, hier, je voyais le titre de cet article qui était consacré à la foire du livre où les directeurs disaient « On veut une foire du livre qui soit à l'encontre des logiques algorithmiques. On veut que les gens découvrent des choses qu'ils n'aiment pas. » Mais quel rêve, quel luxe, parce que moi j'en ai marre qu'on me propose que des trucs que j'aime et que je connais. Mais en effet, c'est à l'encontre de la promesse de connexion mondiale, on va tous devenir tu vois, une espèce de grande île tous ensemble. C'est non, en fait, on retombe chacun sur sa petite île presque déserte et il faut venir nous chercher avec des outils de com spécifiques. Parce que du coup, c'est vrai que comme ça devient très compliqué, entre guillemets, d'être visible ou juste de toucher notre public sur les réseaux sociaux, allons ailleurs, mais allons ailleurs avec notre public. Et je pense que, comme tu disais, les alternatives, elles ne sont pas tant alternatives que ça parce qu'elles existent depuis longtemps, mais il faut juste dire aux gens, voilà la manière dont nous, on communique sur nos projets et suivez-nous selon ces canaux-là, en fait. Ah, je suis tout à fait d'accord. Je parlais encore ce matin de Médor qui va sur Signal et qui débranche de Meta, etc. C'est super, j'applaudis des 2 mains, je trouve ça incroyable. Après, il ne faut pas non plus se leurrer. Médor a un public ultra averti, ultra informé. Emmener les publics, et c'est toujours la même question, tu vois, c'est toujours cette question de ramener les publics éloignés de la culture, etc. Se dire qu'on va réussir à la fois à les ramener vers la culture tout en les informant sur c'est quoi un algorithme, parce qu'on parle de ça, et je veux dire, c'est pas des communications publiques qui ont été menées, c'est pas l'éducation dans les écoles qui apprend ça à nos gamins, donc il y a un travail énorme à faire, et c'est pas le nôtre, je le répète, c'est le travail politique, c'est le travail de l'éducation, mais personne n'a les moyens de le faire, ou la volonté de le faire. Mais il y a un vrai travail en fait, il y a quoi derrière ? Parce que, et j'en prends ma part de responsabilité, on a tellement promu ces réseaux sociaux comme une manière simple de communiquer, voire parfois même on a dit que c'était gratuit et tout ça. Wow. Mais en fait, quel mensonge fou ! Et on se retrouve aujourd'hui à se dire, mais en fait, enfin, je parle même pas des raisons politiques qu'on peut aussi avoir, de se poser des questions sur l'utilisation de plateformes qui sont pas européennes, dont on dépend et dont parfois la communication dépend, alors qu'on sait maintenant qu'il suffit vraiment qu'un gars appuie sur un bouton pour que ça n'existe plus. Et cette blague que je faisais il y a 5 ans n'est plus du tout une blague, en fait. Comme ça fait un peu plus d'1 an que tu t'es remis en question par rapport à ces réseaux sociaux et que tu prônes peut-être une autre approche de la communication durable, déconnectée, en tout cas plus physique, comment est-ce que toi, tu as ressenti cette évolution cette année dans tes pratiques et aussi dans les conseils que tu donnes ? Est-ce que c'est suivi ou est-ce que des gens n'arrivent pas à faire le pas ? Écoute, ça fait 1 an, donc on est en janvier 2026.
Je suis pas déprimée parce que je suis une personne optimiste de nature, mais rien n'a changé, soyons clairs et nets. Rien n'a changé parce que personne n'a les moyens de le faire, parce que ça fait flipper, parce que tout le monde dit qu'il faut le faire ensemble, mais personne ne le fait. Et c'est normal. Moi, la première. Et tout le monde est d'accord, tout le monde hoche la tête, tout le monde a peur, tout le monde applaudit, tout le monde est fatigué. Oui, mais en effet, on est piégé. Donc non, moi, je crois juste que je vais débrancher de plus en plus. Et ça, c'est pour mon cas personnel. Et on s'en fout totalement. Mais par contre, j'ai en effet l'impression que on est piégé dans des logiques et qui sont aussi des logiques de formation. Tu vois, ce matin, quelqu'un me disait, mais en fait, notre métier, on cherche maintenant à engager, en tout cas dans certains endroits, dans certains centres culturels, on cherche à engager des gens qui ont envie de parler aux gens. Moi, mes students, ils n'ont pas envie de parler aux gens. Ils ont envie de créer des contenus pour les réseaux sociaux. Donc, on a aussi formé des gens à faire des choses que maintenant on ne veut plus faire. Et donc, il y a une espèce de truc un peu fou, là, où on a formé des techniciens alors qu'on aurait dû former des stratèges, et je prends mon entière responsabilité là-dessus parce que c'est devenu un métier technique. Faire un bon reel, c'est technique. Qu'est-ce que tu as oublié de dire ce matin dans ton workshop et que tu voudrais transmettre ? Ben justement, que le métier, je pense, la manière dont moi j'ai envie de le mener, c'est vraiment en parlant aux gens. Et qu'on a oublié, c'est même au-delà de mon workshop, j'ai oublié de le dire pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai oublié de dire que ce qui était important, c'est les gens et pas les outils au milieu. Je crois qu'on va rester sur cette bonne phrase de conclusion. Merci pour l'échange. Dans cette saison 2 du podcast, on propose à chaque invité de poser directement une question au chargé de com qui nous écoute. Donc, une bonne résolution, un challenge, un appel au réseau. Le micro est à toi. Moi, j'encouragerais vraiment les gens qui nous écoutent à se poser ces fameuses questions liées à la sobriété éditoriale. C'est pourquoi est-ce que je poste ce message ? Pourquoi est-ce que je communique ? Est-ce que si je ne communique pas ce message, c'est grave ? Est-ce que mon public va manquer une information ? Je pense que c'est bien de réfléchir à cette sobriété à chaque fois qu'on est devant son clavier. Merci et bon forum de la culture durable. Merci Jérôme.